à tous et bienvenue sur la chaîne de Perspective. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Ilios et Caroline. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Donc vous êtes sur la chaîne YouTube de Perspective. C'est une chaîne qui inspire sur l'architecture durable et aussi sur le développement personnel. Donc je m'inspire vraiment de tout ce que l'architecture durable peut apporter, mais aussi sur le bien-être de l'occupant. Et donc je suis très heureuse d'avoir Ilios et Caroline aujourd'hui qui sont co-créateurs de Émergence, une ASBL qui propose beaucoup d'activités en termes de développement personnel, de méditation et qui inspire dans des conférences ici à Bruxelles et aussi en Europe. Donc j'aime aussi mettre en lumière le parcours des personnes que j'interviewe dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, on va parcourir ces questions-là ensemble. Alors, si je résume votre parcours, Caroline et Elios, Caroline, toi, tu es formatrice en méditation de pleine conscience, tu es cofondatrice avec Elios d'Émergence, comme je viens de dire, et tu as fait des études en sciences politiques et tu as œuvré aussi dans l'humanitaire en Afrique. Tu partages ton temps aujourd'hui en tant qu'animatrice de séances préparation à la pleine conscience, à la naissance, pardon, avec la pleine conscience. Tu es créatrice aussi d'une nouvelle école fondamentale à pédagogie active. Et tu co-gères une épicerie aussi de quartier bio et bien sûr une vie de famille que vous avez fondée ensemble. Ilios, toi tu es docteur en psychologie, formé à l'approche de la méditation pleine conscience MBSR et MBCT, et tu travailles dans le domaine du management, de l'intelligence émotionnelle. Tu interviens lors de conférences, comme on connaît Émergence effectivement en tant qu'expert sur la question du bonheur, du changement. Et d'ailleurs, le slogan d'Émergence, c'est « Se changer, changer le monde », inspiré du slogan de Gandhi. Tu es auteur de plusieurs ouvrages sur les émotions, l'intelligence émotionnelle, le bonheur, le changement et la pleine conscience. Et vous avez réuni autour de vous une belle équipe, un collectif vraiment inspirant dans lequel on peut retrouver Mathieu Ricard, Christophe André, qui sont parrains de l'association, Alexandre Jolian, que vous avez récemment revu lors d'un séminaire et d'une conférence, Frédéric Lopez aussi, qui est venu intervenir à une conférence, Thomas Dansbourg, Frédéric Lenoir, j'en passe, et des meilleurs, et aussi des femmes. Exactement, j'allais. Voilà. Qui sont aussi co-auteuses de livres que vous Céline publiez. Alvarez, Céline Catherine Alvarez, Guéguin, tout à fait. Rebecca Shankland, Voilà. Laure Waridel, Jan Chosenbey, voilà. et plein d'autres. Voilà, merci de compléter ma liste incomplète. Mais en tout cas, pour moi, vous incarnez vraiment ce concept d'une vie intérieure riche et un investissement en fait pour les autres dans cette valeur de contribution. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de 3 volets, on va dire, de votre vie à la fois personnelle et professionnelle. Tout d'abord, je vais vous poser des questions sur vous, et puis des questions sur votre métier, et parler après de la valeur contribution-transmission. Voilà. Ok. Alors peut-être que vous avez d'autres choses à partager par rapport à votre parcours. J'ai fait vraiment un résumé, mais voilà, peut-être d'autres choses à partager si vous avez envie. Super. Super. Non, ce que j'aurais dit, c'est que management, c'est pas vraiment la direction de ma vie maintenant. En fait, le monde des organisations, il a besoin vraiment de connaissances de soi et de toutes ces connaissances et pratiques. Mais il y a beaucoup de personnes qui le font très bien. Et moi, et puis avec Caroline, avec Émergence, on est plutôt dans l'inspiration. Oui. Et donc les personnes viennent chez nous, viennent aussi du monde des organisations. Je pourrais aller donner une conférence dans le monde des organisations, ça m'arrive à faire, mais j'ai plus d'activité depuis un moment vraiment dans ce monde-là, parce que voilà, on peut laisser ce monde venir à toutes ces valeurs importantes sans spécialement aller vouloir travailler dans les organisations, dans les entreprises. Mais par contre, dans la méditation, c'est vrai qu'on a pu toucher des gens très différents. Donc, on a travaillé autant avec des députés qu'en prison, on en parlera peut-être, ou avec des médiateurs scolaires, ou avec des enseignants dans les écoles, et ainsi de suite. Donc c'est chouette de pouvoir toucher dans ce monde vraiment une palette très large, en fait, du monde dans lequel on est. Alors si on commence par des questions sur vous, je vais vous demander quelles seraient vos valeurs, celles qui sont motrices dans votre vie, celles qui vous drivent, celles qui vous font vibrer.
Caroline, tu veux commencer? Oui, je veux bien. Une valeur importante pour moi, c'est la cohérence. Oui. Cohérence, c'est donc la connaissance de soi, puisque si on veut être cohérent Mhm. dans sa vie, ben, c'est aussi par rapport à ce qui est cher à notre cœur. Une conférencière qu'on invite bientôt, qui s'appelle Laure Waridel, a une phrase que j'aime beaucoup, et elle dit intégrité, pas intégrisme. Et je pense que, par exemple, si je pense à des valeurs de respect de la vie, que ce soit par rapport à la protection animale ou par rapport à d'autres choses qu'on peut mettre en valeur dans nos vies, parfois on pourrait avoir tendance, en tout cas moi j'aurais pu avoir tendance parfois à être un peu intégriste, à vouloir que les gens se comportent comme moi. Je trouve que c'est bien de se comporter pour respecter la vie, ou pour se connaître, ou pour respecter les autres, etc. Et donc, en tout cas, quand on s'est rencontrés l'an passé à Montréal, cette phrase « intégrité, pas intégrisme » m'a vraiment nourrie. Et depuis, je pense que oui, ça m'aide vraiment à aussi me rendre compte que parfois on a des révélations, on a une petite éclair de lucidité sur une thématique, mais les gens ne sont pas forcément au même niveau. Et donc, la meilleure manière de pouvoir accompagner et faire en sorte que ce monde évolue dans la direction qu'on aimerait voir, avec plus d'amour, plus de partage, moins de violence, etc., ben, c'est d'incarner en fait au cœur de nous-mêmes ce qui est important pour nous. Oui, tout à fait. Voilà. Super, la transmission, effectivement, on Oui. en parlera tout à l'heure, c'est une valeur qui émane finalement d'émergence, qui émerge, on va dire ça. Et pour toi, Ilios, les valeurs motrices? La même chose que Caroline. Je rebondirais sur la connaissance de soi. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de tellement important. Se connaître soi-même. Sans se connaître, on n'a pas de liberté. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur fondamentale. Donc, je dirais la libération. Donc, pas la liberté dans l'idée, on fait tout ce qu'on veut, mais de se libérer du poids de notre passé parfois, et de tout, en fait, de nos conditionnements, de nos croyances, du carcan. Le cerveau a tendance aussi à tourner en boucle. Et donc, cette libération, elle est au service de nous-mêmes, bien sûr, parce qu'alors il y a plus de bien-être. Quand on est libéré, on peut mieux savourer ce que la vie a de précieux pour nous. Mais alors, la libération est aussi au service des autres. Comment est-ce qu'on se comporte? Alors, bien souvent, si on se comporte mal envers les autres et envers nous-mêmes, c'est qu'on est prisonnier de mécaniques qui, à notre insu, nous font agir de manière négative. Alors, quand on est libéré, c'est une autre aventure. Et donc, les œillères s'ouvrent. Voilà, les œillères s'ouvrent, et donc ça va aussi impacter nos comportements. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et après, la joie, c'est aussi une émotion fondamentale pour moi. En tout cas, je pense qu'elle est vraiment importante. Et donc, elle nous indique d'ailleurs qu'on est sur le bon chemin. Je pense que si on s'engage même pour les autres, s'il n'y a pas de joie, dans mon cas, c'est que je ne suis pas sur la bonne route au fond. C'est que je suis pris justement dans des carcans, dans des conditionnements. Par contre, si j'agis dans la joie et sans attente, alors c'est que je suis sur le bon chemin. Donc je me dis, voilà, comment cultiver pour nous et puis transmettre ça aussi, cette possibilité, dans un monde qui va parfois très mal, comment est-ce qu'on peut agir dans la joie. Et dans la cohérence, comme a dit Caroline, bien sûr. Tout à fait. Ça va très bien ensemble. Ça me rappelle la conférence que vous aviez faite avec Frédéric Lopez sur le fait de la joie, voilà, d'incarner cette joie au quotidien qui finalement, ça se cultive en fait. C'est quelque chose qui se cultive. Et la méditation apporte ça aussi, évidemment. Puis ça crée du lien, le lien avec nous-mêmes, après le lien avec les autres, puis le lien avec le vivant. Donc cette question c'est tellement important, le lien, le partage, la transmission. La connexion. La connexion. Quelle serait votre vision, en fait, le sens profond de ce que vous avez mis en place, à la fois dans votre couple personnellement, dans votre famille, mais aussi à la fois dans tout ce que vous entreprenez au niveau professionnel? Écoute, je pense en tout cas, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on n'a pas construit Émergence, tu sais, on s'est pas assis avec une feuille en se disant ça va être quoi notre vision pour dans 5 ans, dans 10 ans. C'est vraiment magique, un peu comme notre rencontre aussi, qui était comme ça dans la rue. Oui, vraiment magique. Mais néanmoins, j'ai l'impression que il y a aussi il y avait référence là en répondant, c'est de pouvoir connecter les gens à leur vraie essence. On vit dans un monde où on est aliéné à nous-mêmes. On est dans maintenant, de plus en plus de personnes se réveillent, et parfois c'est d'ailleurs un réveil un peu dramatique, parce qu'on prend conscience parfois à la suite d'une séparation, à la suite d'un problème au travail, ou la perte de quelqu'un qu'on aime, etc., que la vie ne nous convient pas. Et heureusement, il y a plein de ressources. Ce n'est pas uniquement la pleine conscience qui permet justement de pouvoir se mettre en route vers ce qui nous convient vraiment. Mais je pense qu'avec Émergence, à travers les cycles de pleine conscience, les conférences, donc toutes ces personnes qu'on invite qui nous font
qui viennent vraiment partager leurs connaissances avec le public d'émergence. C'est vraiment de pouvoir ouvrir une petite fenêtre dans un monde qui est très rempli, où on nous vole le temps de cerveau disponible là, que ce soit les écrans, que ce soit voilà, souvent à notre insu, on ne se rend même pas compte à quel point on est conditionné. Depuis notre enfance, on est programmé. Et j'ai l'impression vraiment, en tout cas, ce qui me semble évident avec Émergence, c'est ça, c'est qu'à travers nos ouvrages, à travers les activités, c'est de pouvoir faire revenir les gens vraiment au cœur d'eux-mêmes et qu'ils puissent choisir finalement quelle vie ils ont envie d'avoir. C'est vraiment une porte d'entrée finalement, oui, la méditation. C'est une petite graine qu'on plante. Oui, une petite graine, c'est ça. On s'ouvre à toutes les questions de vie. Alors, si j'aborde une question un peu particulière, parce que finalement, je pense que ce n'est pas si simple, comment peut-on trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, sachant qu'en plus, vous avez entrepris à deux en couple, tout est interrelié. Comment vous arrivez à trouver justement cet équilibre ? Moi, je me pose la question en disant ça. Je ne sais pas si moi je me poserais la question de cette manière-là, entre vie privée et professionnelle. Parce qu'au fond, justement, il n'y a pas tellement de limites entre la vie privée et la vie professionnelle, mais aussi parce que la vie professionnelle, dans beaucoup de choses, c'est une vie qu'on aime, c'est une vie qu'on a choisie, où parfois on a un intervenant qui vient, et puis il passe du temps chez nous, parfois certains dorment chez nous, et puis quand on va les rencontrer, donc c'est un moment riche qu'on peut vivre aussi en famille, et en même temps il y a une réalité qui est la réalité biologique du corps, et des heures de sommeil, et du temps dont on a besoin, puis la réalité aussi relationnelle, du temps qu'on passe ensemble, donc cette question reste là, disons qu'elle est un peu enchevêtrée, et moi je dirais que d'abord, c'est pas un endroit où on arrive. C'est comme un bateau, on est sur un bateau ensemble, et puis la mer, elle change, et puis le temps change, et donc en fonction du temps, de la mer, de l'humeur de la capitaine, et ainsi de suite, on va devoir se comporter sur le bateau différemment. Donc, il faut maintenir la barre. Voilà. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait une solution. Par contre, c'est ça la question. La question, elle est là, elle est déjà dans la barre. Est-ce qu'on sait clairement la direction vers laquelle on veut aller ? Parce que moi, je pourrais me perdre en route, parce que je me dis, il y a une direction, et puis après, il y a tellement d'îles intéressantes partout sur le chemin, et puis il y a un dauphin qui surgit, il y a plein d'idées, et puis plein de nuages là autour, et je pourrais tout à coup perdre le cap, et perdre de l'énergie aussi. Donc, c'est se rappeler quel est le cap, puis se rappeler que sur le bateau, sans les personnes, hein, c'est si la capitaine n'est pas bien, et que la moussaillonne, notre fille, n'est pas bien non plus, le bateau n'ira nulle part. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de tout le monde sur le bateau, tout en ayant une idée très belle d'un cap, et en même temps, comment est-ce qu'on se rend compte que le cap, il n'est pas important. Il est juste important pour nous mettre, parce que ça permet au bateau d'avancer, mais si on oublie de savourer le chemin, et donc c'est un mélange entre ça. Comment est-ce qu'on prend soin de nous, soin des autres, on savoure la vie, et puis voilà, parfois c'est freiner, se rendre compte et attendre. Moi, parfois, c'est les claques de la vie qui m'ont arrêté dans le passé beaucoup. Et là, j'essaye de le faire avant qu'il y ait une grande claque, et d'être attentif aux signaux. C'est avant que le corps dise stop et qu'il faut s'arrêter parce qu'on est fatigué ou que... Si c'est parce qu'on est fatigué qu'il faut s'arrêter, ça va. Oui, mais c'est avant qu'on soit malade ou avant qu'on soit quelque chose d'une alerte beaucoup plus importante, comment est-ce qu'on peut s'arrêter ? C'est ça, comment est-ce qu'on peut être attentif aussi à ces signaux-là ? Moi, j'aurais peut-être envie d'ajouter, en tout cas, un aspect sur lequel moi je travaille assez fortement, c'est l'aspect de la détente. Je pense qu'on est aussi, on hérite de modèles familiaux. Que ce soit nos parents, que ce soit la manière dont on a vu les couples, les familles se construire autour de nous. Mais c'est vrai qu'on pourrait facilement, et de nouveau, quand je dis on, ça pourrait être moi, mais peut-être d'autres personnes qui nous regardent se sentiront concernées, se crisper en fait sur des choses qui finalement sont des détails. Et Christophe André a une petite phrase que moi j'aime beaucoup qui est « attente égale détente ». Et donc il disait que quand il est dans une file d'attente, quand il est dans des moments comme ça de transition entre plusieurs activités, en général, nous maintenant on les remplit avec un coup de fil, un écran, le fil Facebook, etc. Et lui disait vraiment, il avait cette formule que moi j'ai retenue en tout cas, qui était sans doute anodine, mais moi ça m'a marqué, attente égale détente, de pouvoir vraiment amener cette respiration, ce souffle dans ces petits interstices de vie, et de pouvoir justement à ce moment-là savourer tout ce qui est là. Parce qu'on pourrait avoir, en tout cas moi j'ai un esprit qui peut très vite, je sais pas toi, mais voir tout ce qui va pas, ce que je voudrais qu'il soit différent, etc. Et ça veut pas dire qu'on est... tu vois, qu'on se contente de quelque chose qui ne serait pas bien, etc. Mais de pouvoir vraiment voir tout ce qui va bien et surtout se détendre là-dedans. Parce que finalement, on a parlé du lien tout à l'heure, on va aller bien parce que les gens qui vivent avec nous vont bien, parce qu'on a un quotidien qui est chouette. Si on est tout le temps dans le stress par rapport à l'école, par rapport à des relations conjugales compliquées, etc., ça va être dur aussi de mener un projet professionnel de manière confortable. Et donc,
comment est-ce qu'on peut tisser ce lien, mais vraiment dans la détente. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je travaille, de pouvoir en même temps être épanouie et faire en sorte que ma vie ressemble aux choses enfin, voilà, que les valeurs qui sont importantes soient présentes, mais dans la détente, dans la douceur. Parce que je pourrais avoir une tendance vraiment voilà, à avoir du mal à me détendre. Et à courir un peu beaucoup. Et moi, je mettrais ça aussi dans l'équilibre. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant, l'équilibre. Comment est-ce que je nourris cette énergie à l'intérieur par des moments de retrait, y compris des moments en famille qui sont aussi du retrait par rapport à l'extérieur et des moments tournés vers l'extérieur. Moi, ça me parle plus de ça que professionnel, parce que c'est pas un projet professionnel dans le sens... bien sûr que la plupart d'entre nous, y compris nous, le loyer, il faut le payer, l'électricité, ça a un coût. C'est une évidence, hein, c'est une réalité dans la vie. Mais c'est parce que la visée d'émergence, elle n'a pas été mise en route dans une idée de projet professionnel comme celle d'une carrière, y compris ce que je fais à l'université. C'est vraiment en plus dans ce qu'on a envie d'apporter. Et puis, moi, dans ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et donc, mais ça n'empêche cet équilibre entre se nourrir et offrir. C'est quelque chose qui est là en termes énergétiques, qui est important et qui, pour moi, n'est pas toujours facile. J'ai une tendance à être attiré par l'extérieur et parfois oublier de prendre ce temps. C'est très inspirant parce que c'est très compliqué pour moi aussi de trouver un équilibre entre tout ça. Entre l'inspire et l'expire. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis je crois que l'équilibre, c'est aussi le travail du funambule. Hein. C'est quelque chose de tellement... Et puis tu le disais, je pense qu'on n'est jamais arrivé quelque part. Je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours tendance à regarder le temps d'une photo, le temps d'un moment. Mais voilà, la vie, c'est plein de moments, et donc ne pas rester coincé sur un moment qui a été difficile, ou une réaction, ou de pouvoir vraiment regarder ça comme un flux, et de se regarder toujours aussi, on le disait, nous, on est des vieux amoureux, mais c'est vrai de pouvoir regarder avec cet esprit du débutant, donc de pouvoir être à nouveau séduit par des choses qui nous... Voilà, que parfois on ne remarque plus, etc. Donc voilà, toi tu le dis souvent, mais je trouve que l'amour, c'est vraiment un effort. Enfin là, on parle d'amour, mais c'est vraiment aussi un effort au sens positif. C'est un acte. C'est pas juste un sentiment qui est là et puis qui s'en va. C'est vraiment comment on va choisir vraiment de regarder, de maintenir une attention. Et donc c'est merveilleux aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus... ça a beaucoup plus de sens, quelque part, de se dire qu'on a quelque chose à faire. C'est pas quelque chose qui nous est donné puis repris. On est vraiment acteur aussi de cette relation. Et c'est comme dans la relation au travail, où on peut avoir des choses qu'on aime plus, qu'on aime moins, mais comment est-ce qu'on peut se reconnecter aux valeurs qu'il y a derrière une tâche qui est peut-être un peu embêtante, ou qui nous fatigue, ou faire la part des choses entre notre fatigue qui peut être temporaire, et puis vraiment le sens du projet, etc. Donc, et cultiver ça au quotidien. Et cultiver, oui, cultiver. L'amour est moins dans ce qui nous arrive que dans ce que l'on cultive. Voilà. C'est ce que vous venez de dire. Si on fait un lien maintenant, on fait la transition, parler de vie professionnelle, vie privée qui est complètement interreliée finalement. Si on parle de votre métier, qui a multicasquette, chercheur, formateur, auteur, conférencier, investi dans des projets humanitaires, voilà, il y a plein de choses à dire, mais si on se focalise maintenant sur la méditation, pleine conscience, comment on pourrait définir la méditation, et puis ce qu'elle apporte en fait. Il y a toutes les neurosciences maintenant qui apportent aussi le savoir qu'on découvre aussi par rapport à tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans notre cerveau. Comment on pourrait définir cette pratique de la méditation et tous les bénéfices qu'elle apporte? Faire la méditation en 2 mots, mais tu compléteras. C'est un entraînement de l'esprit, donc c'est une forme d'entraînement de l'esprit. Les neurosciences, comme tu disais, vraiment le montrent de plus en plus, qu'on peut vraiment on peut transformer en fait les connexions neuronales, la manière dont on va pouvoir porter notre attention sur la vie, finalement sur notre expérience de vie. Et Edelmax, qui est un psychiatre flamand, qui est un ami d'émergence, qui vient chaque année aux journées d'émergence, définit de manière très très simple en 3 mots. Il dit la pleine conscience, c'est s'arrêter, observer, agir. Donc c'est de pouvoir vraiment prendre ce temps, mais on en parlait tout à l'heure, de prendre, on a l'inspire, l'expire, prendre que ce soit le temps de 30 secondes ou que ce soit 15 minutes, 45 minutes, peu importe finalement la durée de ce moment où on va venir observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc s'arrêter parce qu'on est dans un monde où on a plein de sollicitations, on est beaucoup tourné vers l'extérieur. L'idée c'est d'aller prendre la température de ce qui se passe à l'intérieur et puis ensuite de pouvoir effectivement, s'il le faut, modifier des choses dans notre vie, mais on peut pas prendre de bonnes décisions si on n'est pas connecté à ce qui se passe en nous. Voilà.
C'est très juste, c'est très simplement et justement dit. On pourrait utiliser toujours plein de mots différents, mais c'est exactement ça. On pourrait dire la méditation, c'est une question de présence. S'arrêter, observer, agir, c'est une question de présence. Et on peut dire que cette présence, c'est en même temps un état qui est donné à tout le monde. C'est-à-dire que la présence, elle est déjà là. Essayer de ne pas être présent, on est présent. En même temps, on oublie ça régulièrement. Et donc, c'est en même temps une pratique. Donc, c'est un état, c'est en même temps une pratique qui nous amène à être davantage attentif, en même temps ouvert et en même temps bienveillant à la vie. Donc, ça a beaucoup de bénéfices. Après, des bénéfices très simples, bien sûr, en termes de ce que ça change le cerveau. Au niveau neuroanatomique, on voit ça change quelque chose, mais les bénéfices sont aussi en termes personnels. Donc, une plus grande stabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on connaît mieux nos émotions, on est moins réactif, agir plutôt que réagir, on est moins réactif. Donc, ça amène vraiment un équilibre personnel beaucoup plus grand. Même si on reste des humains avec tout, mais l'équilibre est là. On est moins dépendant de l'extérieur, puisqu'on a une assise intérieure plus stable, et donc on est moins dépendant de ce monde qui change tout le temps. On pourrait dire la pleine conscience nous apprend à trouver le bonheur dans quelque chose de beaucoup plus stable, qui est notre présence, que les fluctuations du monde extérieur. De toute façon, on ne peut pas contrôler. Voilà, c'est exactement. On ne peut rien contrôler, donc là, et en même temps, ça ne nous ferme pas. Cette stabilité nous ouvre. Voilà. Une connexion à soi, mais vraiment. Et elle nous relie aussi. Moi, je trouve que la méditation, elle nous relie à nous, et puis elle nous relie aussi à toutes les personnes qui pratiquent. Moi, je sais qu'en tout cas, peut-être qu'on y viendra, mais moi, la méditation, je l'ai vraiment découverte, ou en tout cas, elle m'a vraiment aidée dans ma vie, à un moment où j'étais vraiment en proie à cette douleur du monde. Et je me rappellerai toujours vraiment une amie qui m'a réinvitée sur le coussin en disant, mais quand tu es sur ce coussin, connecte-toi à tous les gens qui sont en train d'agir pour le monde. Tu n'es pas seul. Et il y a aussi ce lien aux autres, à tous les gens qui sont en train de faire changer ce monde. Et que la graine commence à pousser de plus en plus. Ce lien au chant de l'oiseau, ce lien à la couleur du ciel, ce lien au vent dans un arbre, ce lien... La pleine présence, en fait. La pleine présence, mais aux choses toutes simples, toutes petites du quotidien, au fond, que parfois on oublie quand on court. Magnifique. Voilà, vous avez créé plusieurs programmes de méditation en pleine conscience. Il y a le programme des 8 semaines classique, mais il y a aussi le programme pour les femmes enceintes, la préparation à la naissance. Tu pourrais nous en parler ? Oui, justement. C'est bien, c'est très bien, il faut qu'on puisse. Justement, en fait, c'est un programme qui est dédié non seulement aux femmes enceintes, mais finalement aux femmes et à leurs partenaires. Oui. Je souligne parce que c'est important, il y a beaucoup de préparations qui se limitent souvent à la maman, à la future maman, alors que le bébé, en général, même si ce n'est pas toujours le cas, en général, on l'accueille à 2. Ouais. Et donc, ces préparations sont ouvertes au couple qui a ce projet dans le ventre. Et c'est vraiment chouette parce que c'est en même temps, donc j'anime ça avec une sage-femme. Et donc, l'idée, c'est d'amener en même temps des connaissances sur la naissance physiologique, comment ça va se passer, l'accouchement, la vie avec un bébé au quotidien, mais en distillant dans toutes ces connaissances médicales, on va dire, vraiment la présence, et finalement c'est utiliser la présence de ce bébé qui est déjà là pendant les séances, qui est dans le ventre des mamans, et puis qui, comme disait Ilios, la présence, on l'a tous, elle nous est donnée à toutes et tous, et ces petits bébés, toi tu es maman aussi, tu sais combien, un nouveau-né c'est vraiment la présence à l'état brut. Et l'idée, nous on dit toujours aux mamans, parce que c'est vrai que, on dit toujours aux futurs parents que c'est pas quand on s'apprête à accueillir un petit bébé dans la vie, un membre de plus dans la famille, qu'on va trouver du temps pour pratiquer 10 minutes, 20 minutes, etc. Les gens, ça peut leur faire peur, mais c'est de dire, vous devez pas isoler du temps pour ne faire que ça, mais c'est comment est-ce qu'on peut utiliser vraiment tous ces moments avec un nouveau-né, que ce soit le changer, lui donner le sein ou le biberon, le promener pour ramener de la présence dans nos vies. Ou même quand il est encore dans le ventre, mais sentir les petits coups du bébé, etc. Et voilà, c'est vraiment cette présence informelle. Alors bien sûr qu'on peut avoir de la pratique formelle, mais voilà, c'est parfois un peu plus compliqué, en tout cas quand l'enfant est petit. Mais la pratique informelle, finalement, c'est ça la vie. La vie, elle n'est que dans ces moments-là. Et donc, comment est-ce qu'on peut, dans des moments qui nous semblent, ou qui nous sont décrits comme très ennuyants, quand on est seul à la maison, parce que, encore aujourd'hui, malheureusement, le congé paternité est réduit au plus strict minimum. Je crois que c'est 5 ou 10 jours. C'est vraiment rien du tout. Donc, comment, dans ces journées qui sont souvent dépeintes comme ennuyantes, alors qu'on est en train de construire le cerveau de son nouveau-né, comment est-ce qu'on peut amener de la vie, amener de la joie, amener du plaisir et de la pleine présence. Et de la présence, et utiliser, vraiment saisir ça. Donc voilà, il y a plein de choses. Puis on travaille aussi beaucoup dans ces séances, la
la sensation physique intense, puisqu'à l'accouchement, il y a quand même des sensations. Et du coup, c'est aussi une métaphore par rapport à toutes les sensations physiques intenses qu'on pourra rencontrer dans la vie, que ce soit vraiment des sensations physiques, des douleurs, des blessures, des maladies, mais aussi des douleurs quand on est confronté à un deuil, des choses comme ça. Et là, on travaille vraiment concrètement, comment est-ce que je fais quand il y a quelque chose dans ma vie qui arrive, dont je n'ai pas envie du tout, mais que ça vient quand même. Comment on fait? Est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais dire non, j'en veux pas, c'est pas juste, je veux que ça s'arrête? Comment est-ce que je peux accueillir autrement, puisque de toute façon, c'est là. Tout à fait. Donc on s'amuse bien. Magnifique. Super. Et vous avez aussi, en plus de ces 2 cycles pour la préparation à la naissance et puis les 8 semaines de pleine conscience, il y a aussi un programme dans les prisons que vous avez organisé. Tu pourrais nous en parler? Au fond, il n'y a pas tellement de différence. Oui, voilà. C'est bon, parce que la question de la réactivité aux sensations, c'est la même quand on est les personnes qui sont privées de liberté. C'est souvent parce qu'elles ont été privées de liberté avant, dans leur liberté intérieure. C'est qu'on a fait des choses. Si on était vraiment libre, c'est rare qu'on ait des actions vraiment négatives envers autrui. Ça peut être par inconscience, mais bien souvent, c'est parce qu'on est emporté par une émotion. D'ailleurs, les personnes qui sont là, bien souvent, ont des difficultés. Elles le disent très clairement. Elles ne savent pas comment faire quand les émotions deviennent très fortes. Et puis il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en prison, qui auraient besoin de soins de santé mentale, en fait. Une énorme partie de la population, et ce n'est pas accessible pour eux, malheureusement. Et donc ici, on va leur proposer des pratiques où ils peuvent trouver une liberté, la seule peut-être encore accessible, voilà. Ce contexte difficile, trouver un peu de liberté intérieure. D'ailleurs, c'est juste une anecdote, mais il y a des gens parfois qui nous ont dit oui, c'est quand même pas juste. Non seulement ces gens-là ont fait des bêtises, et en plus, gratuitement, ils reçoivent de la méditation. C'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que quelqu'un qui a eu un comportement non adapté, il va en prison, mais chez nous, la prison à vie n'existe pas dans les faits. Un jour, il sortira, donc il pourrait se retrouver dans votre rue. Et donc, vous avez intérêt aussi à avoir quelqu'un qui a pu un peu explorer sa vie intérieure pour trouver un peu de liberté. Et donc, moi, ce que je trouve très touchant dans les personnes que j'ai rencontrées, c'est qu'au fond, elles sont exactement comme moi. Et bien souvent, c'est les circonstances de la vie. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait, elles ont fait des choses parfois très graves. Donc parfois, c'est des gens qui sont là en prison entre guillemets à vie, même s'ils sortiront un jour, mais c'est les circonstances de la vie qui les ont amenés à agir comme ça. Après, évidemment, c'est qu'elles ont aussi en eux une forme de déséquilibre, et voilà, il n'y a pas de recette miracle, on le saurait depuis longtemps. Bien sûr. Mais le fait, et la directrice, les directrices de cet établissement, elles sont géniales, donc c'est des personnes qui ont vraiment une énorme ouverture, une envie de changer le monde, et donc qui offrent de la méditation, de l'énéagramme, et de la philo. Et le point commun, c'est la connaissance de soi. Comment est-ce qu'on va offrir cette connaissance qui a manqué peut-être à ces humains-là? Et c'est vraiment très intéressant, les questions que posent les personnes sont parfois vraiment très très profondes. Et l'évolution je ne saurais pas le dire, parce que c'est difficile de se dire, je pense que je n'ai pas le recul, les moyens, la fréquence, ainsi de suite pour le dire, mais en tout cas, je trouve ça touchant. Oui, c'est touchant. Et important. Dans ces endroits-là, notre société, elle comprend tout, non? On pourrait tous se retrouver là, comme on peut tous se retrouver un jour dans un hôpital, se retrouver quelque part, et donc si on ne met pas un peu de présence et de chaleur dans ces endroits-là, notre société ne fonctionnera peut-être pas très très bien. Oui, ça donne du sens en tout cas, effectivement. Je sais que vous êtes effectivement très investi aussi dans tout ce qui est environnemental. Quel est votre regard par rapport à cette transition justement écologique, l'urgence climatique, toutes ces notions aujourd'hui qui mobilisent de plus en plus de gens et il est grand temps. Quel est votre regard par rapport à ça et qu'est-ce que vous mettez en place? Alors c'est vrai qu'on est fort investi en tant qu'individu et puis avec Émergence, on essaie vraiment d'ailleurs on travaille avec différentes associations, on a créé un genre de collectif militant. Oui. Et l'idée c'est de pouvoir aider aussi les activistes. Moi, je suis activiste, on va dire, vraiment mon ADN, c'est vraiment l'ADN d'activiste et je connais donc bien les émotions qu'on a quand on est comme ça dans l'action, beaucoup de colère. Voilà, c'est souvent quelque chose qui n'est pas évident à vivre, l'impression que ça ne va pas assez vite, qu'on peut se sentir vraiment insatisfait, parfois très triste, injustice, etc. Et donc, c'est vraiment un public aussi qui est vraiment un chouette public qui peut bénéficier justement du travail de connaissance de soi. Ilias faisait référence à cette joie qui est importante pour lui, et donc je pense à Rob Hopkins qu'on a invité là en décembre, qui parlait aussi de cette importance de pouvoir agir sans attente. Et donc, je pense que là où la pleine conscience peut beaucoup aider, nous, c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait apporter quelque part notre contribution avec Émergence, c'est d'aider les gens à pouvoir agir, faire les choses, mais pas dans l'idée de pouvoir résoudre
et de se dire que ça dépend que de nous, parce que voilà, il y a une tendance parfois où il y a presque une culpabilisation des citoyens lambda qui font déjà, quand même, la plupart font des efforts, pas tout le monde, mais il y a quand même, comme tu le disais, une sensibilisation accrue maintenant. Et on a l'impression que c'est jamais assez, et puis ça rajoute aussi presque de la charge mentale, j'ai envie de dire, quand on doit faire nous-mêmes notre produit lessive et nos pastilles à vaisselle, etc. Alors qu'on sait que par ailleurs, au niveau des entreprises, il y a souvent des statistiques qui sortent en se disant, quand on voit ce que consomment les 10 plus gros, enfin ce que polluent les 10 plus grosses entreprises, etc. Donc c'est de voir comment est-ce que je fais les choses, pas avec la colère ou avec l'énergie du désespoir, mais comment je le fais vraiment en me disant, mais tiens, j'agis cette action-là parce qu'elle est importante pour moi, je le fais dans la joie, je le fais avec l'impression de faire ma part, mais avec, nous en tout cas on essaie de les connecter aussi à la paix, à une forme d'apaisement et une forme de confiance, de confiance. Ouais. Et puis alors il y a cette question de l'éco-anxiété qui est présente, alors pas que chez les activistes, chez de plus en plus de gens aussi. Et de jeunes aussi. Ouais. De jeunes aussi, et donc là aussi l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire une place à ces émotions, parce que de nouveau, l'idée n'est pas de dire c'est pas bien ou c'est bien de ressentir la peur ou l'éco-anxiété, comme on l'appelle maintenant, mais c'est qu'est-ce que je fais si je suis sujet à ça. Est-ce que je peux changer les comportements? Par exemple, moi je sais que j'ai pu avoir tendance à faire ça, j'essaie de le faire moins, et je connais beaucoup d'amis qui le font, c'est qu'on a le fil Facebook qui est inondé d'études les plus catastrophistes, les petites vidéos, les courts-métrages sur des scénarios catastrophes de ce qui va se passer, alors que finalement, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On a bien sûr une petite idée, on voit déjà les changements dans plein de parties du monde, et donc beaucoup de citoyens déjà souffrent. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour agir, mais en ne s'exposant pas forcément. Voilà, si on est assis dans son fauteuil à regarder des statistiques, ça va nous connecter à la tristesse, à la colère, et on ne va pas concrètement se sentir mieux. Et donc finalement, les moments qu'on passe maintenant avec notre famille, on risque de ne pas en profiter. Mais comment est-ce que concrètement on peut agir en faisant vraiment des choses qui font sens pour nous, mais sans se dire c'est pas assez, ou se sentir mal. Donc je crois vraiment qu'il y a vraiment un aspect important dans ce lien, à pouvoir se connecter aux émotions difficiles sans se culpabiliser, et en même temps en se disant qu'on a... il y a une enseignante qui s'appelle Martine Bachelor, qui est une enseignante bouddhiste, qui parle de la tonalité du ressenti. Donc c'est vrai qu'on a tendance parfois et bon, Ilios est spécialisé des émotions, je devrais le laisser parler de ça, mais parfois on a l'impression qu'on n'est plus que la colère, on n'est plus que la tristesse. Et comment est-ce qu'on peut regarder aussi avec plus d'acuité, en voyant voilà, peut-être qu'il y a une part vraiment de tristesse, de peur pour ma fille, de peur pour les générations futures, de culpabilité par rapport à XXX, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la joie, un peu de fierté, et de pouvoir de temps en temps refaire le tour de tout ce qui est présent là, et d'éliminer les parties où il y a des choses belles aussi qui se déroulent, sinon on se réduit au fait nous-mêmes aussi, on est contaminé par un seul état émotionnel, alors que déjà ces états émotionnels ils sont multiples, et puis ils évoluent, et donc de se laisser aussi évoluer, de pouvoir aller, voilà, si on veut défendre la nature, d'aller aussi en lien avec la nature, avec Émergence, une des activités qu'on fait beaucoup maintenant, c'est le travail qui relie, on en parlera peut-être. Et donc, c'est de dire, voilà, si vraiment cette nature, elle est importante pour moi, parce que moi, je peux aussi aller me promener dans un jardin, dans un parc, emmener ma fille pour me connecter aussi à ça, ressentir la nature, l'appel de la vie, etc. Magnifique. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Je veux dire comment être un activiste et pas un réactiviste. Oui, c'est ça. Dans l'idée d'être toujours en réaction par rapport au monde, mais l'action qui parle, c'est tout ce que tu as dit. En fait, c'est l'idée du colibri qui fait sa part, c'est qu'on a cette prise de conscience et puis on est touché par cette dimension qui change de manière si rapide, mais effectivement, si chacun on a l'impression de pouvoir y faire sa part, on y trouve du Réellement, sens. toutes les métaphores sont imparfaites et tous les mots sont toujours des mots qui peuvent parfois nous enfermer, parce qu'on pourrait se dire faire sa part, par certains c'est vu comme bon, j'ai fait ma part et c'est bon. Ah oui, non, c'est pas tellement ça le message qu'on va porter, mais alors, moi avant je disais faire ce que je peux, en même temps le risque de faire ce que je peux, c'est amener les gens à ce que j'en ai fait assez, je ne pouvais pas plus, donc Caroline l'a très bien dit, c'est agir sans attendre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une intention très claire de soulager la douleur du monde ou d'améliorer la situation écologique, mais au fond on agit, puis voilà, puis le reste c'est juste se rendre compte de la réalité, ça ne dépend pas de nous, donc qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas sous notre contrôle. Et il faut le faire en confiance. S'agripper à ce qui n'est pas notre contrôle, c'est de nouveau s'agripper à quelque chose qui est hyper mouvant, alors qu'on a quelque part ici à l'intérieur de nous un espace de présence tranquille, et c'est partir de là.
c'est partir de, c'est agir à partir de ce qui est apaisé, comme tu l'as très bien dit, plutôt qu'agir à partir de ce qui est agité, en crainte, en colère, et ainsi de suite. Alors, vous transpirez la passion. Alors, je vais enchaîner sur cette question-là. Faut-il être passionné pour réussir dans la vie au sens large, on va dire, ou si vous avez peut-être une autre idée par rapport à ça, mais effectivement, ça aide à être peut-être épanoui dans ce que l'on fait, si on trouve cette passion, justement, ou qu'on a l'impression d'être sur son why. On dit souvent, je suis alignée par rapport à ce que je désire au plus profond de moi. Qu'est-ce que ça vous évoque? À nouveau, je trouve que les choses sont, moi qui suis parfois très caricatural, plus nuancées que ce que j'aurais pu dire au début. C'est qu'il faut se méfier de c'est quoi la passion et d'un monde qui survalorise les extravertis. Et donc, bien sûr, je pense que c'est important, mais on peut être quelqu'un qui a une passion qui est très claire avec son why, mais qui ne parle pas comme moi très vite, ou comme Caroline, on parle assez rapidement, peut-être parce qu'on a cette passion qui s'exprime de cette manière-là. Oui. On peut avoir une passion qui s'exprime de manière hyper introspective et calme. Donc, si la passion, c'est savoir ce qui nous bouge, comme tu l'as dit, et d'être engagé dans ce qui nous bouge, oui, bien sûr, mais elle peut s'exprimer de 10 000 manières différentes. Alors, une autre chose, alors c'est bateau ce que je vais dire, mais réussir dans la vie ou réussir sa vie, c'est quand même deux choses très différentes, parce que certainement pour réussir dans la vie, il faut être passionné, il faut savoir ce qu'on veut mettre de l'énergie, mais réussir sa vie, ça peut être juste cultiver son petit jardin, sans jamais avoir que personne ne sait ce que tu fais, élever ton enfant ou pas ton enfant, méditer tous les jours, ça peut être que tu te lèves et que tu vas aider la dame ou le monsieur d'à côté à traverser la rue et que tu trouves dans ta vie, de manière très très simple, une manière de contribuer à ce qui est plus large que toi. Et donc, je pense qu'il faut se méfier de cette image de réussir dans la vie, qui nous colle encore c'est encore nous coller à un tas de prescriptions, d'attentes, de pression, ce qu'il faudrait faire. Et la pression, ça dépend pour qui et comment, mais c'est pas toujours la meilleure manière de réussir sa vie, dans le sens... et d'être détendu. Voilà, avoir une vie qui est... De vivre, tout simplement. Oui, vivre. Mais ça peut être, parce que pour d'autres, ça peut être justement quelque chose d'hyper intense par moment, et d'hyper... Et c'est pas bon ou mauvais, ça dépend du caractère, du moment de la vie, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est là, qui est... Qu'est-ce qui nous bouge, qu'est-ce qui nous touche, à quoi est-ce qu'on est connecté, être sensible à ce que ça puisse changer. Ah, ça évolue avec le temps, évidemment. Ceci dit, si on parle de la méditation, du développement personnel, de tout ce qu'il y a à voir autour de ça, je pense réellement que moi je pense que c'est pas un cadeau ni à soi ni aux autres de s'y engager pour faire carrière. Et c'est comme ça, c'est normal. Dans le monde d'aujourd'hui, on regarde les filières qui fonctionnent, et c'est la nouvelle filière, la méditation d'entreprise, et ainsi de suite. Je pense que c'est pas une bonne idée, éthiquement, parce que je pense que ça ne doit pas être un business. Alors bien sûr, on peut gagner sa vie avec, mais on y va parce qu'on a envie de contribuer, parce que ça nous touche personnellement. On a envie de se transformer et qu'on veut contribuer. Et puis les gens qui se lancent là-dedans, non seulement dans leur attitude, ça sera moins intéressant pour les autres, mais même pour eux-mêmes, quel stress si je m'engage comme thérapeute et que je dois payer mon loyer et que j'attends vite, il faut que je cherche des patients, ça marchera moins bien. C'est pas vraiment intéressant. Je pense qu'il vaut mieux aller dans ces domaines-là avec tranquillité, comme activité complémentaire ou comme une contribution. Si on arrive à gagner sa vie, c'est formidable. Ça peut être tout à fait. Des gens le font magnifiquement bien. C'est pas le driver au départ. C'est pas le driver. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, que. Et donc dans ce cas-là, c'est la passion. D'abord, on le fait parce qu'on aime le faire. On le fait. Et je crois que c'est dans tout en fait. C'est la question, pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que l'activité en elle-même nous satisfait? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on veut avoir de l'argent, de la reconnaissance, peu importe, c'est uniquement ce qui va venir après qui nous est utile. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y aurait un projet hors du commun sur lequel vous travaillez aujourd'hui ou sur lequel vous avez travaillé et que vous n'auriez jamais pu imaginer il y a 10 ans de ça, par exemple, et qui vous a mis en joie incroyable quand vous avez monté ce projet-là? Écoute, moi je pense que les journées émergence, en tout cas, c'était quelque chose, comme je l'ai dit, comme émergence, on s'est pas mis autour de la table en rêvant ça. C'est vrai que je sais que ces dernières années, comme c'est devenu vraiment grand, là depuis quelques années, on est à Beaux-Arts, qui est vraiment une salle magnifique. Et c'est vrai que cette année, par exemple, quand on avait ces 2000 personnes qui étaient réunies, et puis on a fait cette marche silencieuse pour le climat, etc., c'est vrai que c'est des moments où on doit un peu se pincer, quoi, se dire... tous ces gens sont réunis pour prendre soin d'eux-mêmes, pour vraiment des gens qui viennent, qui choisissent de venir un week-end. On connaît les week-ends de début d'année, c'est quelque chose souvent en cours avec les enfants. Donc ces gens choisissent vraiment de prendre leur temps, de se lever il y en a qui se lèvent à 6h, 7h du matin pour arriver, la journée commence à 9h, etc. Quand on voit tous ces gens qui arrivent avec le sourire, des gens qui viennent parfois depuis 10 ans, c'est vrai que c'est quelque chose, moi je trouve, qui continue, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on continue à le faire et avoir du plaisir à le faire, c'est que
c'est vraiment génial, c'est vraiment un cadeau, c'est un cadeau de la vie de voir tous ces gens réunis pour prendre soin d'eux et pour prendre soin du monde. Ça, c'est une chose vraiment, à mon avis, que tu n'aurais jamais pensé contribuer. Je ne saurais pas dire, j'aurais pensé contribuer à rien, tout ce que j'ai fait dans ma vie, donc je ne saurais pas dire, c'est tout, mais ce qui me vient, c'est on a fait un voyage que Caroline et deux de ses amis qui sont dans l'émergence ont organisé au Schumacher College, qui est l'endroit de Satish Kumar, qui est un jeune enfant de 82 ans, très inspirant justement pour ça. Et voilà, c'était aussi un très bon, à côté du gigantisme d'émergence, on était là une trentaine de personnes qui partageaient quelque chose au quotidien, se rencontrer, prendre le temps, c'était vraiment très chouette. Puis je pense à autre chose qui est tout ce qu'on fait dans le lien entre art et méditation. Par exemple, le sentier méditatif à Villers-la-Ville, ou avec notre ami Jean-Paul Dessy, un chef d'orchestre violoncelliste, avec Julien Brockel, notre ami musicien, le jardin musical. Et on a de plus en plus d'actions qui mettent en lien l'art, la musique, la marche et la présence. Et je pense que c'est important. Et moi, je crois que la culture, l'art et ainsi de suite, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nos sociétés, qui est peut-être pas la chose la plus valorisée malheureusement, et qui doit être accessible à tout le monde. Et c'est aussi un moyen de parler à tous les êtres humains, là où les mots parfois séparent, voilà, vivre une expérience. Voilà. Et même la culture, ça nous permet aussi, la culture, l'art en général, que ce soit le théâtre, autre chose, ça nous donne plusieurs regards. Et il n'y a rien de plus dangereux, je pense, qu'avoir un seul regard. Même le regard où on pense que c'est vrai, la méditation, non, c'est la multiplicité des regards qui nous rend plus flexibles, plus riches, plus ouverts, plus humains. Et donc, pouvoir avoir cette... Et plus humble aussi, je pense. Oui. Que ce soit la confrontation à l'art et à la nature, au vivant, ça nous rend aussi humbles. Je trouve que c'est chouette, cette humilité. On retrouve notre propre place autour du vivant, finalement. Je fais un lien justement alors avec votre nouveau bouquin que vous venez de publier, Prendre soin de la vie, de soi et des autres et de la nature. C'est un livre que vous venez de publier avec d'autres auteurs. Il y a Christophe André, Alexandre Jolian, Lux Keuten, effectivement, Mathieu Ricard, Rebecca Shankland, Suzanne Tartière, Gauthier Chapelle. Donc il y a dans cette démarche finalement 3 pôles, le fait de se connecter à soi, mais aussi aux autres, mais aussi à l'environnement dans lequel on vit. Vous pouvez nous partager cette aventure ? Écoute, en 2 mots, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à la base inspiré des journées d'émergence, donc de cette édition des journées d'émergence sur Prendre soin de la vie. Mais comme dans les autres ouvrages qu'on a publiés, c'est vraiment, il y a eu un travail éditorial. Donc, bien sûr qu'on part de ce que les auteurs ont amené lors des conférences, avec vraiment beaucoup de travail après pour compléter. Et du coup, dans ce livre, on parle par exemple de l'importance. Donc, tu vois, le livre, donc Prendre soin de la vie, commence par prendre soin de soi. Et donc, la petite anecdote que j'aime à répéter, c'est que moi, j'ai beaucoup discuté avec les éditeurs. Je ne voulais pas qu'on commence par prendre soin de soi. Je voulais qu'on commence par la nature. Et en fait, vraiment en discutant, je me suis rendu compte que c'était un point de vue très... c'est parce que moi-même, finalement, je ne dois pas me battre pour les droits. Voilà, je suis une femme, mais voilà, j'ai de la chance de pouvoir avoir choisi la personne avec qui je vis, choisi de pouvoir avoir un enfant. On a la chance d'avoir un toit, d'avoir des moyens de subsistance, de ne pas devoir m'inquiéter chaque soir de ce que je vais donner à manger à Néphélie, etc. Donc en fait, prendre soin de soi, c'est important parce c'est aussi remercier la vie pour les bienfaits qu'elle nous amène. Donc Rebecca, il y a tout un chapitre sur la gratitude. Et puis l'autocompassion de pouvoir être doux aussi, parce qu'on pourrait parfois justement, moi j'aurais une tendance à parfois me culpabiliser d'avoir tant de chance. Quand je vois tout ce qui... Voilà, moi j'ai tout un passé dans l'humanitaire en Afrique où je revenais de mission en étant vraiment très mal, bouleversée. Mais c'est pas en se lamentant sur ce qui va bien chez nous qu'on va amener plus de bonheur et que ça va... Voilà, c'est pas des vases communicants, malheureusement. Et donc voilà, dans cette partie vraiment, il y a une partie vraiment de travail sur comment est-ce qu'on va prendre soin de soi, puisque finalement, on le disait déjà dans les 2 livres précédents, autrement. Mais voilà, le monde finalement, il existe à travers nos yeux, à travers les actes qu'on va poser. Et donc les premières personnes avec qui on interagit, c'est à eux qu'on peut transmettre notre amour de la vie. Donc si moi je suis en même temps une grande militante, mais que je reviens et je suis en colère et finalement j'arrive pas à vivre, je suis ignoble avec ma fille ou avec ma famille, c'est un peu... Et pourtant ça arrive parfois parce qu'on n'arrive pas à gérer ce surplus d'émotions, etc. Donc prendre soin de soi. Et puis voilà, comment est-ce qu'on peut entrer en lien avec les autres. Il y a vraiment plusieurs chapitres qui parlent de cela. Et puis effectivement, le vivant, avec
plusieurs interventions, mais c'est vrai que Lux Keuten, tu tiquais parce que Oui. c'est un confrère architecte. Tout à fait. Et c'est vrai que lui et Gauthier parlent vraiment, sont d'ailleurs des amis dans la vraie vie, qui nous invitent à nous inspirer du vivant, en même temps dans nos habitats, dans nos manières de vivre sur Terre. Et puis Lux, ce qui est super, c'est qu'il a un projet vraiment inspiré par son amour de la vie et du vivant, et en même temps son envie de ne pas laisser les gens de côté. Il a un projet qui s'appelle Archi-Human, où en fait il est en train de créer en fait des habitats pour les personnes qui n'ont pas, donc pour les sans-abri, des maisons qui sont fabriquées vraiment selon les principes de Housing First. Donc c'est vraiment des maisons qui respectent toute une série de principes et qui valorisent la personne, qui lui rendent vraiment une existence. Et en même temps, ce sont dans des lieux qui étaient des chancres urbains, donc ça restait là, la commune n'en faisait rien. Donc en même temps, il remet, donc ce sera des habitations qui seront inspirées par le vivant, avec des façades végétalisées, etc. Mais avec vraiment... et c'est vraiment un logement qui est donné sans condition. Donc il n'y a pas besoin, les gens ne doivent pas donner quelque chose, s'engager à rien du tout. Et c'est vraiment de leur faire confiance, se rendre compte, faire le pari que voilà, les gens, la plupart des gens, il y a se parler des gens qui côtoient en prison, mais en fait, parfois on se retrouve très vite dans la rue. Il ne faut pas grand-chose. Et moi je pense aux femmes, il y a beaucoup de femmes précarisées qui, suite à une séparation, se retrouvent vraiment très très vite en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est vraiment un livre qui est multiple, avec pas mal d'éclairage. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Je trouve que c'est une belle aventure. Et ce qu'on essaie toujours de faire dans nos ouvrages, c'est d'amener un côté très pratique et très accessible. Et donc, ce n'est pas des longs chapitres théoriques, il y a vraiment une question d'inspiration. Donc, chacun des auteurs est très inspirant, en fait, et très clair dans son domaine. Et tous des regards multiples, on regarde le même objet, le même diamant, mais on peut regarder chaque facette brille différemment. Mais en fait, elle amène une lumière à quelque chose. Ici, bien sûr, Luc va nous parler des habitats qui sont vraiment respectueux du vivant, mais Steven peut nous parler de la conscience et du cerveau, et puis Rebecca de la gratitude, Mathieu de prendre soin de la vie spirituelle, et puis chacun aussi parle un peu de lui-même. Chacun d'entre eux ont parlé d'un endroit duquel il avait été amené à prendre soin, d'une rencontre aussi avec d'autres, ou des rencontres avec un animal. Et donc, c'est chouette, ça donne un petit peu d'intime de chacun des auteurs. Et puis, je trouve que c'est toujours inspirant. Moi, quand je les écoute ou quand je lis, ça m'inspire moi-même, ça me fait regarder des parties de ma vie de manière différente, et ça me donne envie d'agir. Et d'agir dans la joie. C'est un livre, la vie, elle est peut-être menacée par certains côtés ici sur Terre aujourd'hui, et en même temps, il y a plein de choses qui vont bien, et plein de choses à faire. Et je pense qu'ici, on a voulu nourrir aussi l'énergie d'aller de l'avant, de partager, de s'engager chacun d'entre nous. Et je pense que ça sert nos ouvrages à créer du lien, à inspirer, à nous donner de l'énergie. À soutenir. Oui, à soutenir aussi la confiance qu'on a dans la vie. Je pense que tu l'as dit plusieurs fois, c'est fondamental. Et se rendre compte aussi qu'on n'est pas séparés, parce qu'on a tendance parfois à se croire séparés du vivant, mais aussi séparés des autres. Donc, il y a des expériences qui montrent que tout petit, les enfants font très vite la différence entre ceux qui appartiennent à leur groupe et pas à leur groupe, mais on peut très vite, on peut remettre du lien, on peut vraiment aider, c'est naturel, en fait, les gens coopèrent, etc. Et c'est vraiment l'invitation à se rappeler qu'on n'est pas séparés. Donc, ce qui touche mon frère africain, ce qui touche les arbres de la forêt amazonienne, en fait, ça nous touche tous. Et donc, parce que sinon, on a aussi une tendance de personnes qui vont se sentir uniquement mobilisés parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes, mais donc se rappeler qu'on est tous sur le même bateau, et ça peut aussi nous aider justement à avoir une vision globale. Oui, une vision globale. Super, un grand merci en tout cas pour tout ce que vous avez offert là, c'est très inspirant, je voulais vraiment vous remercier. Si cette entrevue vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à partager, ce serait vraiment un plaisir pour moi. Je suis très heureuse d'avoir eu Ilios et Caroline sur Perspective. À la suite, prochain épisode. N'hésitez pas à liker, partager. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.